Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition du webinaire consacré à la destination Canada-Québec. Alors, d'abord, en préambule, deux petites choses. La première chose, bien sûr, je vous souhaite une bonne année 2021, une année que l'on espère être de renaissance. Et la deuxième, je vous indique que ce webinaire sera retransmis en français et en anglais. Pour cela, vous avez la possibilité de cliquer sur la petite map monde en bas de l'image qui dit interprétation et vous avez la version anglaise au choix, donc en français ou en anglais. Je vous laisse quelques instants pour switcher dans la langue que vous préférez avant d'annoncer qui sont nos prestigieux invités. Voilà. Alors, ce webinaire, qu'on appelle webinaire Destination Business, sera donc consacré au Canada et au Québec. Alors, ce webinaire a été organisé sous l'égide de l'ambassade de Monaco aux États-Unis et au Canada, basée à Washington, D.C., ainsi que de l'ambassade du Canada en France et à Monaco, basée à Paris, et avec le soutien de la délégation du Québec en France et à Monaco, elle aussi basée à Paris. Alors, deuxième plus grand pays du monde, le Canada est intégré économiquement au reste de l'Amérique du Nord par l'accord de libre-échange renégocié en 2019 avec les États-Unis et le Mexique, l'ALENA. Il a également su développer des liens stratégiques forts avec l'Europe et avec l'Asie. Alors, avec l'Europe, c'est notamment avec les fameux accords CETA de 2018 et avec l'APEC et la NAS, deux accords, le Canada avec la coopération économique Asie-Pacifique, l'APEC, et l'autre avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, la NAS. Le Canada connaît une économie rapidement résiliente. Pour preuve, le PIB du pays s'est repris de 8,9% au cours du dernier trimestre de 2020, la plus importante hausse enregistrée en près de 60 ans, et probablement l'un des meilleurs rebonds des pays développés. Les secteurs d'activité du Canada les plus dynamiques sont les télécommunications, le tourisme, l'Internet et l'ingénierie aérospatiale. Et plus récemment, et tout particulièrement, l'intelligence artificielle et les technologies vertes, qui ont pris une place de plus en plus importante dans le paysage canadien et nos prestigieux invités vont vous en parler. Alors, le Québec sera également mis en avant dans ce webinaire au sein du Canada. La belle province dispose d'un environnement fiscal compétitif et de faibles coûts d'implantation, mais aussi d'une main-d'œuvre jeune, dynamique, cosmopolite et hautement qualifiée. Bref, le Canada est un pays prometteur pour les entreprises de la principauté de Monaco et nous attendons avec impatience la possibilité d'accompagner nos adhérents pour une prochaine mission économique dès que possible. Pour nous exposer tous les atouts de ce beau pays, nous avons l'honneur d'avoir avec nous 5 personnes hautement qualifiées avec qui nous avons organisé ce webinaire. Tout d'abord, je salue et je remercie son Excellence, Madame Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France et à Monaco et représentante personnelle du Premier ministre du Canada à la francophonie. Je la remercie d'être avec nous. Bonjour, Excellence. Bonjour, bonjour. Ça fait extrêmement plaisir d'être avec vous et merci de l'invitation. Merci à vous d'être venu. J'accueille également Madame Michèle Boisvert, déléguée générale du Québec en France et à Monaco et représentante personnelle du Premier ministre du Québec pour la francophonie. Bonjour Michèle, nous sommes ravis de vous revoir. Bienvenue. Bonjour, bonjour, ça me fait plaisir de vous revoir. Merci effectivement de cette très belle invitation. Merci. Alors, pour répondre à vos questions écrites durant cette présentation en temps réel, 2 spécialistes compléteront cet aréopage. Il s'agit d'abord de M. Nicolas Lepage, conseiller en affaires commerciales et investissement à l'ambassade du Canada en France, et M. Julien Cormier, premier conseiller aux affaires économiques et commerciales à la délégation générale du Québec à Paris. Et puis, du côté monégasque, je salue son Excellence Mme Maggie Macario-Doyle, ambassadrice de Monaco aux États-Unis et au Canada, à Washington, D.C., qui apportera son expertise des 2 cultures et prononcera dans quelques instants un mot de bienvenue. Bienvenue, Excellence, et merci de participer à ce webinaire. Merci, Guillaume. C'est un plaisir d'être parmi vous, virtuellement. Merci. J'ai également à mes côtés Justin Hyman, le directeur général adjoint du Monaco Economic Board, qui va être le maître des questions, puisque c'est lui qui relaiera les questions posées à la fois en amont de ce webinaire par nos membres, on en a déjà collecté quelques-unes, et puis aussi pendant l'intégralité de ce webinaire. Alors, je laisse maintenant tout de suite, sans plus attendre, la parole à son Excellence, Madame Maggie Macario.
C'est à vous, Excellence. Merci. Merci Guillaume, Rose et toute l'équipe du Monaco Economic Board pour leur chaleureux accueil. C'est pour moi un honneur de participer à ce webinaire en étroite collaboration avec son Excellence Madame Isabelle Hudon et Madame la déléguée générale du Québec, Michèle Boisvert. Je souhaite aussi bien sûr saluer les deux conseillers, Nicolas Lepage et Julien Cormier. Vous savez, le Canada et Monaco ont des liens amicaux privilégiés de longue date, mais aussi des relations diplomatiques, puisque c'est en 1926 que le premier consulat honoraire de Monaco au Canada a été ouvert à Montréal. Au cours des années, nos relations se sont enrichies, solidifiées et multipliées. Et en 2008, elles ont été officialisées et élevées au niveau d'ambassadeur. Alors, certainement, ces relations sont nourries par un intérêt commun pour les enjeux environnementaux et climatiques, ainsi que pour la francophonie et le développement international, mais aussi pour différents aspects du développement économique et culturel, tels que le numérique, la finance, le tourisme, l'éducation, car nous avons un nombre croissant de jeunes monégasques qui choisissent le Canada pour leurs études supérieures. Depuis le début de mon mandat comme ambassadeur non résident au Canada, j'ai eu l'opportunité d'accompagner Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II à plusieurs reprises lors de ses visites au Canada. Et les plus notables ont été celles organisées à l'occasion du 150e anniversaire du Canada en septembre 2017, où pour la première fois, la remise des prix de la Fondation Prince Albert II de Monaco pour la protection de l'environnement et son gala se sont tenus à Montréal. En 2018, à l'occasion du 10e anniversaire de nos relations diplomatiques, pour un entretien bilatéral à Ottawa entre le souverain et le Premier ministre, M. Justin Trudeau. Ce fut l'opportunité pour le prince et le Premier ministre, qui partagent un intérêt commun pour les questions environnementales, d'évoquer les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris, les menaces liées au changement climatique, en particulier dans l'Arctique et dans l'Antarctique, et la préservation des océans. En effet, les pôles sont les premiers territoires témoins du réchauffement climatique et c'est une situation que le Canada vit au plus près et qui s'inscrit dans les domaines d'action de la Fondation Prince Albert II de Monaco depuis sa création en 2006, ainsi que de sa branche canadienne à Montréal sous la présidence de notre consul général, Madame Diane Vachon. Ce mois-ci, le Canada et Monaco ont une nouvelle fois fait preuve de solidarité en rejoignant plus de 50 autres pays à Paris dans le cadre de la coalition Haute Ambition pour la nature et les hommes de One Planet Summit organisé par le président Emmanuel Macron. Mais il y a aussi un autre domaine d'intérêt commun pour nos deux pays, le secteur spatial, qui est devenu aujourd'hui un élément incontournable de la vie quotidienne. La preuve, c'est que les télécommunications, la navigation par GPS, l'observation de la Terre dans l'étude de notre planète et la science dans l'espace, biologie, astrobiologie, sont toutes tributaires du lancement de satellites. Le Canada, bien sûr, est déjà reconnu mondialement pour sa contribution dans ce domaine et la principauté est elle aussi bien consciente de l'importance de ce secteur puisqu'elle a déjà procédé en 2015 avec la société Space System International implantée à Monaco à la mise en orbite d'un satellite de communication géostationnaire au-dessus de l'équateur, le Monaco Sat-1. Et en septembre dernier, avec l'entreprise Orbital Solutions, nous avons lancé le premier nanosatellite réalisé à Monaco, Cicero 2020, dont le but est de collecter des données météorologiques et climatiques. Et pour sa part, Astrolabe Venturi, société américaine installée à Monaco, mais qui est aussi présente aux États-Unis, qui se concentre vraiment dans la création et la vente de flottes d'engins astromobiles, de rovers planétaires pour circuler sur la Lune et Mars. Alors, c'est dans cette optique que le gouvernement princier étudie à présent la possibilité de créer, dans un premier temps, un bureau des affaires spatiales et éventuellement une véritable agence spatiale. Bien sûr, une telle initiative permettrait d'affirmer le rôle actif de notre pays dans le lancement et la réalisation de projets spatiaux innovants, touchant à la science et à l'observation de la Terre, tout en assurant une activité économique durable. En attendant, Monaco Space Association vient d'être conçue en principauté par le PDG d'Orbital Solutions pour l'animation et la promotion d'activités liées à l'aérospatiale auprès d'écoles monégasques, de jeunes de Monaco et de l'étranger,
mais aussi auprès de forums de discussion sur le sujet de l'aérospatiale et de relations avec d'autres associations et entités dans ce domaine à l'étranger. Donc, j'estime pour ma part que ce domaine d'activité représente une excellente occasion pour nos deux pays d'harmoniser leurs efforts, en espérant aussi que les objectifs et intérêts communs que nous partageons et qui seront discutés aujourd'hui mèneront à une collaboration et une coopération croissante et toujours plus étroite entre nos deux pays. Aussi, sans plus tarder, je laisse son Excellence Isabelle Hudon prendre le relais et je vous remercie pour votre temps et votre attention. Merci, merci beaucoup, chère ambassadrice, chère Maggie. Un plaisir d'être avec vous, avec toi à nouveau virtuellement. Merci également à Guillaume Rose, le directeur général exécutif. Bien sûr, mes salutations à ma collègue déléguée générale du Québec ici en France, à Paris, Michel Boisvert. Ça me fait plaisir, Michel, de te revoir à l'écran. Et j'aimerais également mentionner que parmi la centaine de participants, je salue Caroline Pratt, notre consul honoraire basée à Monaco. Alors, permettez-moi de commencer par une mise en contexte. Comme Guillaume le mentionnait à juste titre, le Canada est le deuxième plus grand pays après la Russie, avec une population de 37 millions d'habitants. Le Canada compte 10 provinces et 3 territoires organisés en régions distinctes. La première région, les provinces de l'Atlantique. Grâce à leurs côtes et ainsi qu'à leur richesse naturelle, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard ainsi que Terre-Neuve et le Labrador permettent entre autres la pêche, l'agriculture, la foresterie et l'exploitation pétrolière et gazière. Les provinces de l'Atlantique jouent un rôle important dans l'histoire et le développement du Canada. Deuxième région, le centre du Canada, composé de l'Ontario et du Québec, qui forment cette région. Plus de la moitié de la population du pays vit dans les villes et villages du sud du Québec et de l'Ontario. Et bien sûr, ma collègue Michel Boisvert vous entretiendra plus spécifiquement du Québec. Les provinces des prairies, le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta, qu'on appelle les provinces des prairies, possèdent d'immenses ressources énergétiques et leurs terres agricoles sont parmi les plus fertiles au monde. Quatrième région, la côte ouest. La Colombie-Britannique est connue pour ses montagnes majestueuses et à titre de porte d'entrée du Canada vers le Pacifique. Des milliards de dollars de marchandises transitent par le port de Vancouver, le plus grand et le plus fréquenté du Canada, à destination et en provenance de partout dans le monde. La cinquième région, les territoires du Nord. Les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon, occupent le tiers de la masse terrestre du Canada. Pourtant, leur population n'est que de 100 000 habitants. On y trouve des mines d'or, de plomb, de cuivre, de diamants et de zinc et des gisements de pétrole et de gaz en voie d'exploitation. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 3 grands messages. Premièrement, j'aimerais vous rappeler la solidité budgétaire et la capacité de résilience du Canada, comme Guillaume nous l'a si bien rappelé dans ses propos d'introduction. Deuxièmement, j'aimerais résumer les grands axes de la relance dans le contexte de la COVID. Et troisièmement, illustrer les atouts du Canada en évoquant 2 secteurs clés et d'intérêt fort pour vous, soit les technologies propres et le numérique, incluant l'intelligence artificielle. Et bien sûr, Maggie, on pourra parler de l'aérospatiale aussi. Alors, la solidité budgétaire et économie résiliente du Canada. Bien que la COVID ait radicalement changé les perspectives de croissance économique dans le monde, l'économie canadienne devrait rebondir pour atteindre une croissance d'un peu plus de 5 % en 2021. Un retour au PIB de 2019 est prévu dès la première moitié
de 2022. Pour s'assurer que son économie demeure résiliente et puisse affronter la pandémie, le Canada a pris des mesures immédiates, importantes et décisives pour soutenir les particuliers et les entreprises. Cette initiative était possible en raison de la robuste situation financière que connaît le Canada depuis longtemps. Une réponse massive et rapide du gouvernement à la crise, 320 milliards de dollars canadiens en mesures de soutien. Malgré le soutien économique qu'il apporte pour aider ses citoyens à faire face à la pandémie, le Canada a conservé sa cote de crédit AAA. Près des 2/3 des 3 millions d'emplois perdus en février et avril 2020 en raison de la COVID avaient été récupérés à la fin du mois d'août, dont plus de la moitié des postes à temps plein. Le commerce international est aussi en rattrapage. Les importations canadiennes sont revenues au niveau pré-pandémie, tandis que nos exportations se remettent plus lentement. Maintenant, les priorités de la relance au Canada. Le gouvernement va continuer à soutenir massivement l'économie, mais la nature de cette aide sera modifiée. Au lieu de se concentrer quasi exclusivement sur le soutien des revenus, le gouvernement investira massivement. Un budget sera présenté au printemps. Il pourrait inclure de 70 à 100 milliards de dollars canadiens de mesures de relance. La priorité économique du Canada est simple: sortir de la crise en rebâtissant mieux et en investissant. Notre définition de mieux est très similaire à celle de la France et de Monaco. Elle inclut accélérer la transition écologique, accélérer la numérisation de l'économie, favoriser l'inclusion de tous ceux et celles qui ont été les plus durement touchés par la crise et évidemment continuer à consolider notre système de santé pour combattre cette pandémie et se préparer malheureusement à une prochaine. Toutefois, une différence notable avec l'Europe dans cette relance. Le Canada veut encore accroître son immigration. Notre objectif en 2021 est d'accueillir 400 000 immigrants au Canada. Donc, le Canada est prêt à faire des affaires et accueille l'investissement étranger. Le Canada demeure et demeurera le pays et le meilleur pays du G20 où faire des affaires au cours des 5 prochaines années. Le Canada se classe au premier rang des pays de l'OCDE pour l'attrait qu'il exerce sur les entrepreneurs grâce à son climat d'affaires accueillant et robuste. Maintenant, le dernier message que je veux vous livrer: les forces et les avantages du Canada restent constants et impressionnants. En fonction de ces plans, des opportunités qui seront créées, des synergies entre les entreprises canadiennes et monégasques, je vois 2 principaux secteurs d'intérêt commun: les technologies propres et le numérique, avec une emphase sur la cybersécurité, les fintech, l'intelligence artificielle et bien sûr les applications au secteur spatial, chère Maggie. Déterminé à faire de la transition vers une économie à faible émission, le Canada collabore avec les intervenants et les gouvernements de l'ensemble du pays pour commercialiser des technologies propres, novatrices et concurrentielles. Atouts qui font du Canada l'endroit idéal pour le développement et la commercialisation des technologies propres. Les faibles coûts en recherche et développement, les talents très spécialisés, la richesse des ressources naturelles et le soutien à l'innovation. Le numérique. Certains des plus importants carrefours technologiques au monde se trouvent au Canada et ceux-ci développent et attirent des talents novateurs provenant de tous les coins du globe. Notre bassin croissant de talents diversifiés et hautement scolarisés en technologie attire continuellement des investissements d'entreprises mondiales. Le corridor d'innovation Toronto-Waterloo est le 2e en importance en Amérique du Nord. 4 villes canadiennes figurent dans le palmarès des meilleures
marché de talents technologiques en Amérique du Nord. Toronto, Vancouver, Montréal et Ottawa. Finalement, avec plus de 800 entreprises d'intelligence artificielle et certains des esprits les plus brillants dans le domaine, le Canada continue d'attirer des talents et du capital de partout dans le monde. Les entreprises qui investissent dans les écosystèmes d'intelligence artificielle canadiens bénéficient d'un solide soutien gouvernemental, de faibles coûts d'exploitation et d'un accès à des super grappes d'intelligence artificielle d'envergure mondiale. En conclusion, je suis convaincue que le Canada sortira de cette pandémie bien positionné et riche en occasions. Je suis heureuse de voir que vous vous positionnez dès maintenant pour en profiter, en prenant les devants et en exploitant dès maintenant, et en explorant dès maintenant, ce que le Canada peut vous offrir. Je voudrais vous réaffirmer que malgré la situation actuelle, le Canada demeure ouvert pour les affaires. L'intérêt pour votre prochaine mission en est un bon témoin et je vous invite à aller le constater par vous-même chez moi lorsque les conditions le permettront. Et finalement, l'encadrement et la plateforme que nous offre le CETA, ce nouveau accord de libre-échange négocié par le Canada et l'Union européenne, vous offre une plateforme incomparable pour faire croître vos affaires en Amérique du Nord et pourquoi pas d'abord et avant tout au Canada. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Comptez sur nous, nous allons exploiter l'opportunité. Donc le mot exploiter n'était pas du tout trop fort. La principauté de Monaco voudrait vraiment exploiter les opportunités qu'offre le Canada. Alors merci Excellence. Après ces mots extrêmement informatifs, je vais laisser la parole tout de suite à Madame Michèle Boisvert, la déléguée générale du Québec en France et à Monaco, qui va nous présenter les spécificités économiques de la province du Québec. Avec le micro. Michèle, le micro. Merci. Je l'ai, merci. Désolée. Alors, on recommence. Je voulais saluer d'abord son Excellence, Mme Maggie Macario-Doyle, ambassadrice de Monaco aux États-Unis d'Amérique et au Canada à Washington, D.C. Son Excellence, Mme Isabelle Hudon, chère Isabelle, collègue, ambassadrice du Canada en France et à Monaco, représentante personnelle du Premier ministre du Canada à la francophonie, et vous, Monsieur Guillaume Rose, directeur général exécutif du Monaco Economic Board. Je veux également saluer tous ceux qui nous écoutent actuellement et vous dire que c'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui. J'aurais évidemment préféré être sur votre territoire à vos côtés, mais bon, le contexte actuel nous en empêche. Permettez-moi d'abord de vous expliquer mon rôle. En tant que délégué général du Québec, j'ai le mandat et le privilège de représenter l'État québécois en France et à Monaco, d'y promouvoir ses intérêts, d'œuvrer au renforcement de ses relations dans tous les domaines politiques, sociaux, scientifiques, culturels et, bien sûr, économiques. La délégation générale du Québec à Paris compte 55 personnes qui développent ces relations avec professionnalisme et un grand engagement. Avant de vous parler de la vitalité et de l'attractivité économique du Québec, je souhaite vous dire quelques mots sur son action internationale. Je vais vous ramener au tout début des années 60, au moment où le Québec, nation francophone, Amérique du Nord, vit sa révolution tranquille. En pleine phase d'affirmation nationale, il cherche à s'allier aux autres francophones, notamment à la France, pour assurer son développement en français. Le président de la République française de l'époque, le général de Gaulle, comprend et partage la volonté d'émancipation de ceux que l'on appelait des Canadiens français, liés à la France par l'histoire et une langue, et il souhaite leur apporter l'appui de la France. C'est ainsi qu'en octobre 1961, à la suite d'un grand ballet diplomatique que le premier ministre Jean Lesage, accompagné de ses principaux ministres, est officiellement reçu en France par le président de Gaulle avec tous les égards dus à un chef d'État. La relation franco-québécoise, que l'on dit directe et privilégiée, voit le jour. Le 5 octobre, André Malraux, alors ministre français des Affaires culturelles, et le premier ministre Jean Lesage inaugurent la Maison du Québec à Paris.
En 1964, cette Maison du Québec devient la Délégation générale du Québec et se voit dotée des privilèges et immunités diplomatiques semblables à ceux octroyés aux pays signataires de la Convention de Vienne. Les premiers ministres de la France et du Québec instaurent en 1977 des rencontres régulières et alternées pour fixer les objectifs d'une coopération qui est aujourd'hui parmi les plus riches que peuvent entretenir deux nations. Cette relation directe et privilégiée est aujourd'hui devenue stratégique et structurelle, dira l'actuel président français Emmanuel Macron en mars 2018. Alors le Québec, dont la population est de plus de 8 millions, est un État fédéré au sein de la Fédération canadienne. Et dans le cadre constitutionnel qui est le sien, il a fondé sa politique internationale sur la doctrine dite Paul Gérin-Lajoie, du nom du ministre qui l'a énoncée en 1965. Cette doctrine est devenue loi et affirme le prolongement international des compétences internes du Québec. Alors aujourd'hui, le Québec déploie 33 représentations dans 18 pays pour y faire valoir sa langue, sa culture et ses intérêts, notamment économiques. Le Québec est aussi membre de plein droit de l'Organisation internationale de la francophonie, dont le siège est à Paris. Et comme pour mon homologue canadienne, je représente mon premier ministre au sein des instances francophones. Cette année, le Québec va souligner ses 60 ans de présence officielle en France, 6 décennies de maillage entre institutions, organismes et entreprises de développement, de partenariats économiques, scientifiques, culturels, de mise en commun des meilleurs savoirs et savoir-faire dans tous les domaines d'activité. Si sa relation avec la principauté de Monaco est plus récente, elle date de 2008, elle n'en est pas moins importante. Le Québec et la principauté de Monaco portent tous deux, on en a parlé tout à l'heure, Mme Doyle en a parlé, une attention particulière aux questions environnementales et maritimes, ainsi qu'aux enjeux nordiques. Des projets conjoints ont ainsi pu être développés. En 2017, nous avons eu l'honneur d'accueillir au Québec Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, lors d'un important congrès sur l'économie bleue. En 2019, l'Université de Sherbrooke au Québec a remis à Son Altesse Sérénissime un doctorat honorifique institutionnel pour son implication pour la préservation de l'environnement. Actuellement, plus de 300 vélos électriques Monabike, produits par la société québécoise PBSC Solutions Urbaines, facilitent la circulation au sein de Monaco. Umbrella, leader en construction en hauteur sans grue, grâce à sa technologie brevetée, élèvera la première tour résidentielle de 47 étages faite en bois, la tour Carmela, dans le quartier de la Rousse. Alors, nous sommes très fiers de cette présence québécoise à Monaco, une présence que l'on peut qualifier de verte. Et en mars dernier, eh bien, le Québec était l'invité d'honneur à l'édition 2020 du Printemps des Arts de Monte-Carlo. C'est à la tribune de l'Automobile Club que je devais m'adresser à vous, mais malheureusement, le Printemps des Arts a été annulé à cause de la crise sanitaire que nous subissons toujours. La pandémie de la COVID n'a évidemment pas épargné le Québec, qui cumule plus de 250 000 cas à ce jour. Dès l'apparition des premiers cas, le premier ministre François Legault a rapidement mis en place des mesures sanitaires, notamment en décrétant le 24 mars 2020 l'arrêt des activités économiques jugées non essentielles. Cette mesure a conduit à la fermeture de près de 40% de l'économie pendant 8 semaines. Le premier ministre s'adresse quotidiennement à la population avec franchise et empathie. Il a réussi à mobiliser ses concitoyens et, comme pour tous les autres gouvernements, il cherche à appliquer les moyens de lutte jugés les plus efficaces. Le Québec est présentement en deuxième vague, qui fait moins de victimes, mais qui connaît une forte contamination communautaire. La courbe des nouveaux cas est cependant descendante depuis maintenant 2 semaines. Nous avons débuté une campagne de vaccination le 14 décembre dernier. Tous les résidents des centres publics pour personnes âgées ont reçu une première dose de vaccin. Les efforts de la population et du gouvernement semblent, du moins pour l'instant, porter fruit. La prudence et la discipline restent toutefois de mise. Économie maintenant. Eh bien,
Avant la crise sanitaire, l'économie du Québec se portait à merveille. Nous étions en surplus budgétaire, donc des finances publiques en excellente santé. Le marché du travail était en pleine effervescence. La productivité et le niveau de vie des Québécois augmentaient rapidement alors que les salaires progressaient plus vite que l'inflation. Avec près de 50% de son PIB attribuable aux flux commerciaux, l'économie québécoise est très ouverte, en fait résolument tournée vers l'extérieur. La chute brutale des activités économiques a entraîné un recul significatif du PIB en 2020. Malgré un déficit budgétaire important pour 2021, les 6 principales agences de notation mondiale ont une perspective stable de la cote de crédit du Québec qui varie entre AA- et AAA selon l'agence. Le retour à l'équilibre budgétaire est prévu d'ici 5 ans. Selon le gouvernement, la croissance économique du Québec devrait reprendre en 2021 avec une prévision de 5% de hausse. Pas moins de 4 000 entreprises ont déjà reçu le soutien financier de Québec depuis le début de la pandémie. Et en novembre dernier, le gouvernement Legault a proposé un plan de relance économique qui favorise l'accroissement massif des investissements des entreprises en innovation, en numérisation et en automatisation. 5 secteurs d'excellence ont été identifiés comme leviers principaux de la relance. Permettez-moi de vous les présenter. Alors, en premier lieu, l'industrie aérospatiale québécoise, qui demeure un secteur clé et qui se place au 6e rang mondial derrière les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon. Avec 98% de l'activité aérospatiale québécoise qui est concentrée dans le Grand Montréal, grâce à la présence historique de Bombardier et maintenant d'Airbus Canada, la région métropolitaine constitue le 3e pôle mondial de l'aérospatiale après Seattle et Toulouse. Ce secteur, certes fortement affecté par la pandémie, devrait reprendre bientôt toute son importance. Autre secteur d'excellence, le numérique, développement de logiciels, microélectronique, optique photonique, fintech, télécommunications, services infonuagiques et cybersécurité sont des secteurs où le Québec veut continuer de se démarquer. Avec la plus grande concentration de chercheurs universitaires au Canada, Montréal est aujourd'hui un pôle d'expertise mondialement reconnu dans la recherche en intelligence artificielle grâce aux travaux de chercheurs émérites comme Yoshua Bengio, lauréat du prix Turing en 2018. La pandémie a fortement accru l'intérêt pour les sciences de la vie, un autre secteur d'excellence qui regroupe 650 entreprises dans les domaines de la biopharmaceutique, du diagnostic, des appareils médicaux, des technologies de la santé et de l'intelligence artificielle. Et comme plusieurs autres nations, le Québec veut aussi profiter de cette relance pour accélérer la transition vers une économie plus verte. Un important secteur d'excellence chez nous, soutenu au premier chef par notre production d'électricité. La production québécoise d'électricité est en effet parmi les plus sobres en carbone dans le monde. Elle provient à plus de 99,8% de sources renouvelables, majoritairement de l'hydroélectricité produite par Hydro-Québec, une importante société d'État, dirigée d'ailleurs depuis peu par une femme. La disponibilité de cette énergie propre, abondante et bon marché explique que le Québec compte 9 des 10 alumineries implantées au Canada, devenant ainsi le premier producteur d'aluminium vert au monde. Dans son plan pour une économie verte, le premier ministre du Québec, François Legault, a réaffirmé son engagement à réduire le niveau des émissions de gaz à effet de serre de 37,5% sous leur niveau de 1990 d'ici 2030. Il fixe aussi d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Ce plan vise l'électrification massive des transports, l'utilisation d'énergies renouvelables dans les secteurs industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels afin de limiter nos importations d'énergie fossile. Ce plan pour une économie verte est adossé au plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, car au secteur d'excellence que je vous ai énuméré plus tôt, s'ajoute celui de nos ressources naturelles.
Le Québec est un très vaste territoire dont seulement 1% est exploité et 5% font l'objet d'un titre minier. On y trouve une très grande variété de métaux et de minéraux comme le cuivre, le diamant, le fer, le lithium, le nickel, le niobium, l'or, le phosphate, les terres rares et le zinc. Le Québec vient d'établir une liste de 22 minéraux qui présentent aujourd'hui un caractère stratégique élevé en matière d'approvisionnement ou qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces politiques. Par exemple, la production de lithium destinée au développement de la filière batterie en fait partie. Ce plan veut faire du Québec un chef de file de la production, de la transformation, de la valorisation et du recyclage des minéraux critiques et stratégiques. Alors, j'espère que ce bref survol vous aura conforté dans votre intention de mener un voyage d'affaires au Québec. En février 2020, mon équipe économique a établi des premiers contacts avec la dynamique équipe de M. Rose et ce fut donc l'occasion de discuter d'exportation et d'investissements étrangers entre le Québec et la communauté d'affaires monégasque. Sachez que nous sommes disponibles pour vous appuyer dans la préparation de votre mission économique. Nous pouvons vous identifier les bons fournisseurs de biens et de services dans les secteurs qui vous intéressent. Nous avons également une équipe de démarcheurs qui peut vous aider à dénicher les meilleures opportunités d'investissement sur le territoire québécois. Nous sommes basés à Paris, mais soyez assurés que ce sera avec un grand plaisir que mon équipe se rendra sur le rocher, comme vous dites, pour développer et maintenir notre nouvelle relation d'affaires dès que ce sera possible de la faire. Ensemble, et je veux le dire ça en terminant, nous pouvons contribuer à la relance de nos économies ainsi qu'à la protection de nos milieux de vie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la déléguée générale, de cette présentation qui fut extrêmement complète et extrêmement complémentaire aussi de celle que nous avait donnée l'ambassadrice quelques instants auparavant. Donc, merci. Et bien sûr, les équipes canadiennes et québécoises sont les bienvenues sur le rocher à tout moment et nous espérons bien aussi bien amener en fin d'année une délégation d'entrepreneurs monégasques au Québec et au Canada en général, mais aussi vous recevoir et faire ce qu'on appelle le match retour sur le rocher où vous serez bien sûr très, très bien accueillis avec des entrepreneurs canadiens et québécois. Alors maintenant, évidemment, les présentations sont finies, mais le webinaire est loin d'être fini puisque nous avons collecté beaucoup de questions puisque le Canada et le Québec sont des objets de curiosité intense pour nos membres. Donc, le Question Master, Monsieur Justin Hyman, va maintenant prendre le relais et je vais lui demander de nous parler un peu des questions qu'il a concentrées. Justin, c'est à vous. Merci Guillaume, merci mesdames pour ces deux très belles présentations. En effet, nous avons reçu un nombre record de questions. On va voir si on arrive à leur répondre d'ici la fin du webinaire. Donc tout d'abord, une question, je sais que Madame l'ambassadrice, vous avez déjà parlé de l'immigration et des 400 000 migrants pour 2020-2021, mais on a une question justement sur la politique de visa de travail actuelle au Canada et s'il existe une liste de professions favorisées ou attendues qui sont facilitées. De surcroît, on nous demande également quelle serait la politique du Canada en termes d'accueil des retraités, donc actifs et retraités, s'il vous plaît. Merci, Excellence. Merci, merci beaucoup, Justin, ou Justin. Ça marche au Canada, oui, comme prénom. D'ailleurs, Justin, vous avez été la première rencontre que j'ai tenue sur le rocher. Lorsque j'ai pris mes responsabilités il y a maintenant presque 4 ans. Alors, plaisir de vous revoir. Bon, sur la question de l'immigration, bon, vous le savez, probablement, pour l'instant, COVID oblige, nos frontières sont complètement fermées, quoiqu'il y a certaines exceptions pour ceux et celles qui ont des permis de travail. Et non, il n'y a pas des secteurs qui bénéficient de pouvoir entrer plus que d'autres. Il faut soit avoir un passeport canadien ou un permis de travail. Maintenant, sur l'accueil des retraités, nous n'avons pas non plus
une règle ou des mesures en place qui favorisent l'entrée ou l'accueil de retraités au Canada. Nous sommes un grand pays ouvert et nous accueillons retraités et plus jeunes également. Entre autres, beaucoup d'étudiants, et Maggie, vous l'avez mentionné, l'attrait du Canada pour les étudiants, et c'est vrai, entre autres, pour vos étudiants monégasques. Le Québec attire énormément de ces étudiants étrangers, mais de plus en plus également dans d'autres provinces. Donc, voilà. Et je vous dirais, Justin, pour ceux et celles qui ont posé les questions sur la question de l'immigration, qui peut entrer et tout, moi, je vous réfère au site Internet de la mission à Paris. Nous avons développé un document de questions-réponses basé sur les questions les plus fréquemment demandées. Et il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse pour ceux et celles qui veulent se déplacer vers le Canada. Alors, je pense qu'on est en mesure de répondre à toutes vos questions avec ce document, mais sinon, il y a un chat en ligne et l'équipe est bien sûr disponible pour répondre à toutes les autres questions. Merci beaucoup, Excellence. Et en effet, j'ai vu que Julien Cormier et Nicolas Lepage ont également laissé leurs coordonnées, leur courriel dans le chat. Donc, si quelqu'un a une question, n'hésitez surtout pas. Ils sont encore plus dynamiques que le MEB. Donc, deuxième question pour Madame la déléguée générale. Quand deux territoires développent une relation d'affaires, les liaisons aériennes directes sont toujours très importantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les lignes aériennes entre le Québec et la région niçoise, ou l'aéroport Nice-Côte d'Azur plutôt? Oui, effectivement. Ben oui, ça me ferait plaisir parce qu'effectivement, avant la crise, évidemment, Air Canada exploitait un vol quotidien entre Nice et Montréal, et ça, c'était de juin à octobre. Air Transat, un autre transporteur, exploitait également un vol entre Nice et Montréal pendant toute la saison estivale. Sinon, ben, il y a bien sûr avec Air France, il y a un vol quotidien de Paris vers Montréal et 2 de juin à octobre. Il y a Corsair, qui avait annoncé également juste avant la crise l'exploitation annuelle de sa liaison Paris-Montréal, mais tout le paysage aérien, on le sait, a changé évidemment. Depuis Nice, il y a aussi de nombreuses liaisons européennes qui étaient offertes par Zurich, Genève, Munich, Francfort, Amsterdam et Londres. Et il faut aussi dire que Air Canada n'a jamais cessé d'opérer sa liaison Paris-Montréal depuis le début de la pandémie. Donc, je sais que peut-être pour les gens de Monaco, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de lien direct et aussi fréquent entre le Québec et Nice, mais comme vous avez pu le constater, ce lien-là existe et favorise donc bien sûr les relations d'affaires. En effet, donc le Québec et le Canada sont très accessibles par voie aérienne. Une troisième question donc maintenant sur les structures juridiques pour Madame l'ambassadrice. Quelles sont les structures juridiques les plus appropriées et les avantages fiscaux associés pour une activité, par exemple, libérale de consulting au Canada? Et question large. Oui. Ce que je vous dis, c'est qu'on a une structure juridique qui est quand même assez très bien établie et qui répond à différentes priorités. Ce que je vous suggérerais à ceux et celles qui ont posé cette question, c'est vraiment de faire affaire avec fiscalistes et avocats. Si vous prenez des professionnels basés soit à Monaco ou en France, assurez-vous que ces professionnels connaissent très bien notre système au Canada et également le système des différentes provinces. Et je vous dirais également, pendant qu'on est sur le territoire des professionnels, je vous dirais également qu'il serait favorable pour vous de vous entretenir avec des banquiers, des banquières pour comprendre un peu les similarités et les différences de notre système bancaire entre l'Europe et le Canada. Donc, c'est assez facile, je vous dirais, je vais mettre entre guillemets parce que la communauté des affaires de laquelle j'émane ne trouve jamais facile de travailler avec des gouvernements, mais c'est quand même assez facile d'établir dans quel créneau
vous allez vous inscrire. Il y a du travail en amont à faire. Il y a de l'éducation, bien sûr, et beaucoup d'informations à assimiler. Mais une fois que vous aurez décidé et que vous serez bien entouré, le Canada ne sera pas une terre trop difficile d'accueil au point de vue administratif. Merci beaucoup, Excellence. Une quatrième question donc pour Madame la déléguée. Quels sont, selon vous, les secteurs les plus affinitaires entre Monaco et le Québec, s'il vous plaît? Permettez-moi d'abord de féliciter ma collègue Isabelle pour sa réponse. Vraiment, j'aurais pas voulu que ce soit moi comme réponse. Je m'attendais à cette question-là, donc permettez-moi, j'ai demandé à mon équipe de me dresser une liste, je vais m'y fier un peu. Chez nous, d'abord, à la délégation, on couvre 16 secteurs, de l'aérospatial en passant par la mode, les ressources naturelles, le transport. Quand on regarde attentivement le marché monégasque, on croit que le Québec a beaucoup à offrir en ce qui concerne le secteur des fintech. Montréal compte parmi les 25 centres financiers qui a connu la plus forte croissance. Le secteur des fintech au Québec représente plus de 7 000 entreprises, 145 000 emplois. Un autre secteur où on croit qu'il y a beaucoup d'affinités entre Monaco et le Québec, c'est tout le volet maritime avec la logistique de transport, la sécurité, la cybersécurité qui offre des opportunités intéressantes entre nos deux territoires. Et comme j'en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure dans ma présentation, le Québec est déjà présent à Monaco avec Monabike et la Tour Carmela. Il y a également des essences de bois de qualité à des prix compétitifs qui présentent un excellent bilan carbone. Je pense par exemple à une compagnie qui s'appelle le Chantier Chibougamau, qu'on essaie de faire entrer beaucoup en France et bien sûr qui pourrait avoir sa place à Monaco. Quand on veut maintenant, on parle de construction durable, la construction en bois offre quelque chose de très important et cette entreprise-là a une technologie, une qualité de bois qui fait que même avec le transport, c'est des prix compétitifs et même au niveau du bilan carbone, lorsqu'on calcule le transport, ils sont également compétitifs en termes de bilan carbone. Et enfin, dans le domaine des infrastructures, il y a Polycor, qui est le leader mondial en pierre, qui offre une panoplie de possibilités. Bon, juste pour vous donner quelques exemples où Polycor a déjà travaillé, fournisseur du Pentagone, de l'Empire State Building, de la place du Trocadéro. Donc, je suis à peu près convaincue qu'il pourrait trouver une place chez vous avec certains de vos constructeurs. Alors donc, fintech, maritime et en construction, mais construction quand on parle en termes de matériaux durables. Merci beaucoup. Donc, de nombreuses synergies potentielles. Voilà. Parfait. Donc, nous avons une question justement sur l'éducation que vous mentionniez tout à l'heure, Excellence, d'un de nos adhérents. Donc, ma fille, qui est monégasque, fait ses études à l'université de McGill à Montréal. L'université a 3 grilles de scolarité, l'une pour les résidents du Québec, l'une pour les Canadiens hors Québec et une pour les étudiants internationaux. Apparemment, les frais de scolarité pour les monégasques sont 6 fois plus élevés par rapport aux tarifs réglés par les étudiants de nationalité française, car le gouvernement de Québec a signé une entente avec la France pour permettre aux citoyens français faisant leurs études au Québec de bénéficier du même taux. Serait-il envisageable que le même accord exemption de droits majorés puisse être envisagé avec la principauté pour les étudiants monégasques? Alors, cette question est plutôt pour Madame la déléguée, pardon. Oui, effectivement. Écoutez, c'est clair, quand je vous ai présenté ma présentation, la relation entre la France et le Québec a maintenant 60 ans, relation officielle, et c'est l'éducation qui a été le premier lien entre la France et le Québec. Le Québec, comme je disais, était en pleine révolution tranquille, et plusieurs professeurs français sont venus au Québec, et par la suite, les échanges étudiants. Il y a effectivement une très grande mobilité entre la France et le Québec, et il y a effectivement cet accord qui permet aux étudiants français de bénéficier des mêmes frais de scolarité que les Québécois. Monaco, la relation est plus jeune, mais écoutez, c'est probablement quelque chose qui pourrait être regardé. On a des liens très, très forts, évidemment, avec le ministère de l'Éducation. Mon équipe pourrait, évidemment, regarder tout ça, mais c'est évident que ce sont des ententes qui
qui se travaille sur le long terme, mais sachez que je vais poser la question aux gens du ministère de l'Éducation. Merci beaucoup, Madame la déléguée. Une nouvelle question d'un de nos adhérents que je reconnais à travers la question. Donc, pour Madame l'ambassadrice, fabricant de spiritueux à Monaco, nous avons nommé un distributeur canadien basé à Toronto très récemment, début 2020, mais il ne réussit pas à intégrer nos produits dans la liste de la LCBO-SAQ, les deux monopoles les plus importants au Canada. Auriez-vous une suggestion pour comment nous pourrions nous y prendre pour débloquer la situation? Nous avons vraiment un fort intérêt pour développer des relations commerciales avec le Canada, car le Canada est l'importateur le plus important de liqueurs d'orange dans le monde. Et on peut déjà vous le dire que c'est une liqueur d'orange in-house, fait maison, made in Monaco, qui est excellente et qui pourrait faire fureur au Canada. Est-ce que vous avez une petite idée? Alors, j'ai une réponse courte et une réponse plus longue. Alors, ma réponse courte, c'est persévérance. Ma réponse longue, c'est que je dois vous expliquer qu'au Canada, la vente de vins et spiritueux est dans certaines provinces comme l'Ontario et le Québec une société d'État, donc gérée par le gouvernement, et dans d'autres provinces gérée de façon privée, comme on le voit par exemple soit à Monaco ou en France. Donc, je vous dirais que pour inscrire votre fabuleuse liqueur d'orange sur la liste de la SAQ ou de la LCBO en Ontario, il vous faut de la persévérance parce qu'il y a beaucoup de pays avec d'excellents produits qui attendent depuis longtemps. Alors, persévérance, présence et aussi énormément de communication avec les dirigeants des deux sociétés d'État. Je veux vous le dire, partout où je vais en France, que ce soit en Bourgogne, dans la région de Bordeaux, peu importe, on me parle de ces défis de taille. Ils sont réels, mais ils sont surmontables, ces défis, avec persévérance. Parfait. J'aimerais ajouter comme complément d'une réponse que Michel a donnée sur les secteurs clés, mais aussi pour fermer la boucle avec les propos d'introduction de Maggie sur votre intérêt sur l'aérospatial. Nous avons fait cette démarche, Maggie, au Canada il y a plusieurs années, de réfléchir à l'importance de prendre une position stratégique dans ce secteur névralgique. Et s'en est suivi une série de décisions et d'investissements et d'attractions de grandes entreprises au Canada, entre autres au Québec. Et l'une des décisions très importantes du gouvernement fédéral a été de créer l'Agence spatiale canadienne, et cette agence est basée au Québec. Mais vous avez raison d'avoir ces grandes ambitions et ces grandes aspirations. Et Maggie, ça me fera plus que plaisir de vous introduire aux dirigeants, bien sûr, de l'Agence spatiale, mais également, et avec la collaboration de Michel, probablement vous exposer à l'une des grappes les plus dynamiques au Canada sur l'aéronautique qu'on appelle Aéro Montréal. Donc, les grands donneurs d'ordre avec les PME de l'aérospatial au Québec sont réunis dans une grappe qui est extrêmement dynamique. Donc, on pourra vous exposer à ce savoir-faire. Merci beaucoup. Pourquoi même pas envisager un webinaire à ce sujet? Oui, avec plaisir. Oui, je disais justement, nous avons des membres du Monaco Economic Board qui sont très investis, des acteurs principaux du secteur spatial en principauté. Donc, ce serait vraiment une opportunité formidable. Merci Isabelle et merci Michel. Ça nous fera plaisir, oui, bien sûr. Non, mais effectivement, c'est une excellente suggestion parce que c'est évidemment, en ce moment, le secteur souffre, mais c'est vraiment un des secteurs clés au Québec et Aéro Montréal est effectivement une grappe très, très dynamique. Et toute l'agence, tout ce qui est artificiel, l'intelligence artificielle aussi ça, découle de ça. Merci. On a reçu une dernière question pour toutes les deux, mesdames. Le Québec et le Canada sont tous deux des terres d'innovation, comme on vient de l'entendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où cela vient? C'est justement parce qu'il y a un cadre qui a été érigé depuis de nombreuses années. C'est une politique
qui a été construite. Comment vous expliquez tous ces projets d'innovation? Parce que nous, à Monaco, nous sommes en plein dedans, donc toutes vos idées, toute la stratégie est bonne à émuler. Michel, tu me permets, je vais débuter? Oui, vas-y. Je vous dirais que, je reviens à mes propos d'introduction, étant un immense pays avec une très petite population, il a fallu vraiment faire preuve de créativité pour mousser et faire rouler l'économie, premièrement. Deuxièmement, volonté politique au niveau fédéral, mais également volonté politique au niveau de chacune des provinces de vouloir attirer les meilleurs, de vouloir financer et soutenir financièrement l'innovation, entre autres à travers des crédits d'impôt importants pour la recherche et développement. Et troisième élément, notre système d'éducation supérieure est extrêmement riche, robuste et c'est un système, ce sont des universités et des collèges qui attirent des étudiants de partout dans le monde. Et ça, je dois vous dire que le mix avec nos étudiants canadiens et les étudiants étrangers, ce mix est formidable pour nourrir la créativité, attirer les investissements et faire bouillonner les idées et la création d'entreprises. Mais je vous dirais que la genèse vient du fait qu'on est un très grand pays avec une petite population, avec énormément de ressources. Et pour faire de ce pays un pays qui évolue et connaît une croissance en continu, il a fallu sciemment poser des gestes politiques pour rendre notre pays et les provinces des terres d'accueil favorables à l'innovation. Oui, bonne réponse, Isabelle. Je pourrais rajouter effectivement, je peux parler plus particulièrement pour le Québec. Les études universitaires, les universités québécoises, par exemple, Montréal, il y a une concentration, il y a 4 universités là-bas, des très grandes universités de recherche. L'Université Laval à Québec, extrêmement compétente et innovante. Donc, je pense que pour le Québec, les universités sont vraiment un terreau extrêmement favorable au développement de l'innovation. Parmi les meilleurs chercheurs, on parlait de Yoshua Bengio qui vient de remporter le prix Turing. Donc, tu as les meilleurs chercheurs attirent les meilleurs étudiants qui attirent ensuite de meilleurs chercheurs. Et ça, c'est quelque chose qui caractérise beaucoup le Québec. Et cette façon aussi de travailler en grappe, on parlait de la grappe Aéro Montréal, c'est de mettre en lien les universités avec le milieu des affaires, avec les jeunes startups, ce qui crée vraiment une émulation. Et ça, de plus en plus, on veut travailler de cette façon-là, rapprocher ce milieu universitaire-là qui est très riche au milieu des affaires, y ajouter des startups et en faire donc des zones d'innovation. Donc, on travaille beaucoup comme ça et effectivement, comme le disait Isabelle, ça provient aussi d'une volonté plus haute. Les gouvernements ont mis en place des systèmes de crédit d'impôt, mis énormément, je vous parlais justement du plan de relance du gouvernement du Québec, qui justement favorise l'investissement des entreprises en innovation, en numérisation et en automatisation. C'est une volonté politique que de voir l'économie québécoise devenir plus productive et peut donc s'appuyer sur, d'abord et avant tout, je pense, des universités d'excellent calibre. Merci beaucoup, mesdames, pour ces réponses très précises et concises. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci pour cette présentation et puis pour ces réponses. Je pense que nos entrepreneurs ont réussi à avoir un panorama, un tableau assez intéressant de l'ensemble de ce qui est proposé au Canada et au Québec et de la manière dont ces destinations peuvent répondre à la demande générale qui est quand même assez forte en Principauté de Monaco, de trouver de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, sur la partie questionnaire et conversation, vous pouvez trouver les adresses et les coordonnées, notamment des responsables commerciaux et économiques de ces ambassades et de cette délégation générale, de cette ambassade et de cette délégation générale. Donc, n'hésitez pas
à les contacter. Ce sont des gens, je peux vous dire, à la fois dynamiques et sympathiques. Et c'était un immense plaisir pour nous de collaborer avec aussi bien l'ambassade du Canada à Paris qu'avec la délégation générale du Québec à Paris. Ce sont vraiment des moments très agréables pour nous parce que nous parlons décidément bien le même langage. Alors, je vous invite à vous reconnecter au mois de février, puisqu'au mois de février, nous aurons une toute autre destination. D'abord, le 17 février, un webinaire qui nous parlera de la Serbie. Donc, nous aurons les autorités serbes en ligne qui seront avec nous de la même manière, avec une présentation de la Serbie et de ses opportunités. Ça devrait être tout à fait intéressant. Et puis, juste après, nous aurons un webinaire le lendemain, le 18 février, un atelier du numérique. Cette fois-ci, ce sera avec la société SoLocal, ex-Page Jaune, qui va nous former dans le cadre des ateliers du numérique au développement de son marché sur Internet. Enfin, pour finir, toujours au mois de février, en collaboration étroite et sympathique avec le Club des entrepreneurs monégasques en Afrique, le CEMA, nous allons partir en Tunisie où nous aurons là aussi un excellent panorama des opportunités que peut présenter la Tunisie. Alors, en remerciant nos excellences, aussi bien son excellence Mme Isabelle Hudon que son excellence Mme Maggie Macario et Mme Michèle Boisvert, c'est l'heure maintenant de nous séparer et de vous dire à très bientôt pour la suite des webinaires du Monaco Economic Board. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Merci à tout le monde.